Les paysages du Doubs, entre montagnes et vallées, verdure et cours d'eau, ont de quoi en émerveiller plus d'un. C'est dans cette région de France qu'est né Victor Hugo à Besançon, mais aussi le peintre Gustave Courbet. Dans la ville d'Ornans, surnommée la Petite Venise comtoise, et aussi dans les paysages alentours, ce peintre Gustave Courbet a trouvé des sources d'inspiration pour quelques-unes de ses plus grandes œuvres. Sa maison natale, le musée Courbet, le village lui-même aussi d'Ornans valent donc le détour. Nous partons donc en balade virtuelle en compagnie aujourd'hui de David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Je vous laisse tout simplement nous décrire Ornans, petit bijou du Doubs. Ah Ornans, quelle jolie petite ville, blottie dans un écrin de verdure. Ornans compte parmi les plus belles cités de caractère du département du Doubs, et même de Bourgogne-Franche-Comté, soyons chauvins. On peut même affirmer qu'elle est le joyau de la vallée de la Loue. C'est vrai que celle que l'on surnomme la Petite Venise possède de nombreux atouts, séduisant d'ailleurs des milliers de touristes qui viennent la visiter chaque année. La Petite Venise, carrément, allons-y. Donc ça veut dire une belle présence de l'eau, je suppose, avec notamment cette fameuse Loue. La Loue qui est en fait une résurgence du Doubs, et c'est un incendie en 1901 à la distillerie Pernod à Pontarlier qui l'a révélé. Pour éviter le pire, à l'époque, les cuves d'absinthe avaient été versées dans le Doubs, et quelques jours plus tard, la Loue sentait l'absinthe et son eau était trouble. Depuis sa source jusqu'à Ornans, la Venise comtoise serpente dans une vallée qui a connu une activité économique intense durant tout le Moyen-Âge. La Loue aligne des spectacles naturels remarquables, des gorges de Noailles ou sévit la légendaire Ouivre, dont on a déjà parlé, aux nombreux belvédères en passant par les grottes, les cascades, des falaises vertigineuses et les villages pittoresques. Incontestablement, elle est une fantastique terre pour toutes les activités d'aujourd'hui, les activités outdoor, randonnée, canoë-kayak, via ferrata, pêche à la mouche, escalade, acrobranche ou encore VTT. Bon, ça, ce sont les activités d'aujourd'hui, mais si on se penche sur le passé, à quand remonte la création de cette ville d'Ornans ? Son histoire est ancienne. Elle est mentionnée pour la première fois dans une charte du XIe siècle. Son château fort, qui est construit sur un promontoire, voit la naissance du futur comte de Bourgogne, Othon IV. Et puis le village va se développer le long de la Loue, véritable moteur de son activité économique. À partir du XIVe, des moulins et scieries vont s'installer sur les rives, puisant leur énergie dans son courant. Puis au XVIe siècle, grâce au commerce du sel de Salins, la cité connaît une ère de prospérité avant de traverser au siècle suivant une crise sans précédent enclenchée par la guerre de 10 ans. S'ensuit alors une période d'accalmie et de paix. De grands travaux vont alors être lancés au cœur de la ville, construction d'un hôpital en 1715, le pavage des rues à partir de 1735, l'édification de l'hôtel de ville en 1739 et de beaucoup d'hôtels particuliers en pierre de taille. Et c'est au XIXe siècle que l'activité métallurgique prend toute son ampleur grâce à ses clouteries, ses tréfileries et ses forges. Et est-ce qu'on voit encore tout ça aujourd'hui quand on visite Ornans ? Eh bien, se promener aujourd'hui dans la ville, c'est traverser son passé avec pas moins de 12 monuments historiques inscrits ou classés. Les édifices remarquables s'y succèdent au fil des pas. On commence par l'église Saint-Laurent, édifiée à l'initiative de Nicolas Pernod de Granvelle, ambassadeur de Charles Quint, pour remplacer en fait celle du XIIe détruite le siècle suivant par les seigneurs comtois en révolte contre le roi de France. La tour-clocher, qui a conservé sa base romane, est coiffée d'un dôme à la comtoise surmonté d'une lanterne ajourée. Le château fort ensuite, dont il ne reste que la chapelle Saint-Georges, c'est la seule qui a été épargnée par les troupes de Louis XIV au cours de la seconde conquête de la Franche-Comté. On aperçoit aussi quelques vestiges des murailles. Ce site offre d'ailleurs une vue imprenable sur la nature environnante. À noter enfin les deux ponts, les plus remarquables de la cité, le pont d'Ain du XVIIe siècle, qui permet d'accéder à la rive gauche de la Loue, et le grand pont, point de passage principal entre les quartiers de la rive droite et de la rive gauche de la Loue. Et pour terminer, on se doit d'évoquer un illustre ornanais, le peintre Gustave Courbet. La ville lui a inspiré de nombreux tableaux, dont le plus célèbre, Un enterrement à Ornans. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Donc, le peintre Gustave Courbet est né à Ornans.
Absolument. En 1819, Gustave est le fils unique de Régis Courbet, un riche exploitant agricole de Flagey, électeur censitaire, et de Sylvie Oudot, fille de vigneron républicain d'Ornans. Il est entouré de ses 4 sœurs et passe son enfance de la ferme familiale des hauts des plateaux de Flagey et à Ornans, au cœur de la vallée de la Loue. Le jeune homme est destiné à devenir avocat. Il s'instruit donc au petit séminaire de sa ville natale, où il suit aussi l'enseignement artistique de Claude-Antoine Beau. Puis il va au Collège royal de Besançon, creuser des philosophes utopistes, et il continue parallèlement sa formation artistique aux côtés de Charles-Antoine Flageoulot. Donc il est né à Ornans. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on visite cette ville, on visite forcément la maison natale de Gustave Courbet, qu'on connaît souvent pour, par exemple, L'origine du monde, hein, ce célèbre tableau qui représente une femme jambes écartées, ou pour son autoportrait, Le désespéré, avec cet homme-là qui se prend la tête avec un regard perdu. Bon, plus d'un millier d'œuvres au total, il est incontournable, mais si on mène l'enquête, est-ce qu'on retrouve Ornans dans ces tableaux, David Aubry? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, il était très attaché à sa ville natale. Il s'en inspire beaucoup dans ses œuvres, hein. Les plus connues sont, on l'a dit, Un enterrement à Ornans ou encore Le retour des paysans de Flagey. Il disait, pour peindre son pays, il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins. Hein. Courbet aime sa région, la Loue avec en particulier sa source, qu'il a peinte souvent, et on admire grâce à lui aujourd'hui encore la Loue jusque dans les musées de Washington et de New York. Mais c'est aussi un artiste engagé. Il casse les codes et crée la polémique avec une de ses œuvres les plus connues, vous l'avez dit, L'origine du monde, et ce n'est pas le seul scandale qu'on lui doit. Pour la petite histoire, Courbet demeure celui qui brutalise les codes de l'art et de son époque. Et en quoi il se démarque des courants précédents alors? Courbet, c'est le maître du réalisme. Le mouvement réaliste, il apparaît au milieu du XIXe siècle, en opposition avec le classicisme et le romantisme. Il est porté par une nouvelle génération en littérature et dans les arts, et ce mouvement prend pour sujet la réalité de l'époque sans idéalisation et en abordant des thématiques politiques ou sociales. Alors, par son aura et sa stratégie de promotion, Gustave Courbet va rapidement apparaître comme le chef de file de cette nouvelle voie, et contrairement aux idées reçues, le réalisme, c'est pas une tentative d'imitation du réel, il s'agit dans le cas de Courbet de prendre pour sujet la réalité du monde qui l'entoure. Le peintre souhaite en fait traduire les mœurs, les idées, l'aspect de son époque, tout en faisant ressortir sa propre individualité. Bon, et le premier accueil qu'il a reçu, hein, et que ses œuvres ont reçu, était plutôt hostile parce que bon, c'était quand même la première fois notamment qu'on utilisait des très grands formats de tableaux pour des sujets qui n'étaient pas religieux. Mais il va quand même se faire une place dans le monde artistique parisien et français. En effet, Courbet va tisser des relations amicales avec des critiques et des artistes, hein, qui participent à l'évolution de son art. À Paris, il se lie aussi avec les intellectuels en vogue de l'époque, comme le poète Charles Baudelaire, et en 1848, à l'occasion des journées révolutionnaires menant à la naissance de la Seconde République, Courbet découvre aussi les idées engagées d'un certain Pierre-Joseph Proudhon. Bah, et là, je sens que vous allez nous dire que c'était un artiste engagé. Encore une fois, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Courbet défend très tôt les idées républicaines, et lors des événements de la Commune de Paris en 1871, il a exprimé pleinement son engagement. Plus précisément, à la suite de la défaite de 1870 contre la Prusse, les Parisiens décident d'instaurer une commune libre de Paris, indépendante du gouvernement français, et Courbet y est élu conseiller municipal, mais il est aussi président de la Fédération des artistes, organisation chargée de protéger les monuments et les œuvres menacées. Je cite, « J'accepte volontiers si vous croyez que je puisse être utile à mon pays. Là, j'y manifesterai la logique et l'indépendance complète qui caractérisent ma nature en défendant la liberté et la démocratie que je n'ai cessé de pratiquer depuis 32 ans devant vous. » Engagé donc, et cette implication dans la commune ainsi que l'accusation infondée d'une participation à la destruction de la colonne Vendôme vont le mener en prison en 1871. Alors malgré les conditions d'emprisonnement, il va quand même continuer à peindre, mais après cette première peine, il est de nouveau jugé en 1873 et condamné à payer une amende pour financer la reconstruction de la fameuse colonne Vendôme, mais comme il ne pouvait pas la quitter, il a été à nouveau emprisonné. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour s'échapper de cette situation alors? Pas le choix, il a choisi l'exil et ce sera en Suisse où il a passé les dernières années de sa vie. Il était malade, fatigué, hein, il peint de bouleversants paysages à cette époque pour rembourser ses dettes alors que ses biens ont été saisis en France. Il y développe aussi une activité de sculpteur par des œuvres emblématiques, hein, comme la Dame à la mouette. Espérant toujours être amnistié et pouvoir enfin rentrer en France, ce ne sera malheureusement pas le cas
et il s'est éteint le 31 décembre 1877 à la Tour de Pels en Suisse. Un destin vraiment mouvementé. Toute cette vie, le travail artistique, on peut découvrir tout ça dans sa maison natale à Ornans? Il y a 5 sites en fait à Ornans pour Gustave Courbet: la ferme familiale à Flagey, l'atelier du peintre à Ornans, le site de la source de la Loue avec ses sentiers, et donc le musée départemental Gustave Courbet. Musée Courbet justement qui est au cœur de ce pôle. Il est installé dans la maison de jeunesse du peintre et c'est le premier site entièrement consacré à son œuvre. On y trouve un parcours permanent qui présente une centaine d'œuvres et 2 expositions temporaires qui sont proposées au cours de l'année, ainsi qu'une programmation culturelle qui est riche et variée. Et donc dans ce pôle, il y a aussi, vous le disiez, l'atelier Courbet. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, on peut y découvrir les seuls décors peints par Courbet dans cet atelier d'Ornans. Il a été construit en 1860, il a été utilisé jusqu'à son exil en Suisse et il est aujourd'hui un lieu de création et de rencontre. Ce site accueille expositions temporaires, événements, résidences d'artistes et aussi un centre de documentation spécialisé autour de Courbet. Et vous nous le disiez, hein, il y a aussi une ferme. Alors là, on n'est plus à Ornans, hein, faut prendre la voiture, bouger un petit peu pour aller à la ferme. Oui, enfin pas beaucoup quand même, puisqu'elle est juste à 15 km d'Ornans. Alors là, on y trouve un jardin clos par un mur de pierre qui jouxte la maison et qui servait autrefois de potager. On dit à Flagey qu'il était fleuri toute l'année et que ça permettait d'agrémenter tout le village. Et en recréant le jardin au plus près de ce qu'il était au XIXe siècle, le département a décidé d'y planter une centaine de variétés de végétaux ainsi que des arbres fruitiers. Depuis son ouverture en 2009, cette ferme familiale Courbet est devenue un lieu culturel avec des expositions temporaires. On y parle aussi architecture, jardin, verger, et plusieurs événements y sont programmés tout au long de l'année. Enfin, on le disait un petit peu plus tôt, hein, Courbet s'est inspiré d'Ornans et de ses paysages pour plusieurs de ses œuvres. Et donc, certains sites naturels font le lien entre nature et peinture, comme du côté de la source de la Loue, je crois. La source de la Loue, c'est un site naturel remarquable que Courbet a peint 13 fois en 3 ans. Il est classé, ce site, depuis 1930 au titre de la protection des sites naturels ou bâtis. Des bâtiments qui existaient au XIXe siècle, il reste aujourd'hui juste un bâtiment qui est devenu la Maison de la Source. C'est un espace d'accueil où est notamment projeté un film qui permet de présenter le site naturel à travers la perception qu'en avait Courbet. C'est aussi un carrefour pour choisir quel sentier arpenter, entre Ornans, les gorges de Noailles, en passant par les sources du Lison et de la Loue. Tout ça, évidemment, sur les pas de Courbet. Voilà, qui peut donc nous occuper lorsque nous visiterons Ornans dans le Doubs. Si vous souhaitez voilà, visiter tout ce qui est relatif au peintre Gustave Courbet, vous pouvez trouver les informations sur le site web musée-courbet.fr. Quant aux richesses du Doubs, on les retrouve dans votre livre, David Aubry, aux éditions Ici en Région, Sites remarquables et insolites du Doubs. Merci encore, David Aubry. Merci Émilie. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.